Allô, c'est Karine du blog Mon Relecture et en ce beau dimanche, je vais vous faire mon bilan du mois de septembre, c'est-à-dire mon bilan des 2 dernières semaines. Ça fait en fait la fin de semaine pour que je fasse des bilans, j'ai genre le temps. Donc c'est merveilleux. Et là, je pense que vous allez voir là, j'ai une espèce de gros coup bleu dans le front. J'ai pas été battue. C'est juste que je regarde pas où je vais, puis j'avais un gros paquet de jeux dans mes mains, puis il y a une porte qui est supposée ouvrir toute seule à l'hôpital qui s'est pas ouverte. Fait que j'ai rentré à pleine face dedans. C'est merveilleux, mais c'est tout moi, donc on s'inquiète pas. Allons-y pour le bilan. Je pense que j'ai 12 romans, albums à vous présenter aujourd'hui. Commençons, on va commencer. Le premier, c'est celui que j'ai le plus aimé. Alors, j'ai lu 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Et c'est mon amie Laurence, dans la liste des livres obligatoires, qui m'a forcé à le lire. Et elle a tellement bien fait parce que c'est tellement merveilleux, ce roman-là. On lit ce roman-là, là, on se demande comment quelqu'un a pu réussir à penser ça, quelqu'un a pu réussir à écrire ça, c'est fou! En fait, ça se passe dans un petit village et on voit une famille sur plusieurs générations. Il y a du réalisme magique. On voit un petit peu le schéma historique de ce qui s'est passé dans cette région-là qui ressemble fortement au Chili, hein, bizarrement. Ça ressemble à ça. Je ne veux pas trop en dire, sinon j'ai pas eu besoin de me faire d'arbre généalogique. Je me suis quand même assez bien démêlée entre tous ces noms pareils. Il y a José Arcadio et il y en a un autre que j'ai oublié. C'est le mal. C'est le mal. J'ai une mémoire de poisson rouge ces temps-ci, c'est fou. Mais j'ai vieilli. Bref, c'est un roman génial. Si vous ne l'avez pas lu, sincèrement, là, puis vous êtes comme moi, mais qu'est-ce que vous attendez? C'est trop bien, c'est juste magnifique. J'ai mis des post-it partout. Je les ai enlevés, là, mais j'avais mis des post-it partout, c'est trop beau. OK. Ensuite de ça, j'ai lu un roman d'Amélie Nothomb. Et là, ce que vous savez pas, c'est que j'ai été obligée de m'apprendre 4 fois. Hein, j'ai coupé les trucs parce que j'essaie toujours de le prononcer en anglais. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas super chic. J'avais entendu dire que celui-là, il était bien. C'est Barbe Bleue. J'ai pas hésité. Moi, Barbe Bleue, c'est un conte que j'aime. Hein, c'est mon petit côté sadique. J'ai adoré ce conte-là. Et je me suis dit, parfait, une réécriture de ce conte-là, c'est merveilleux. Sauf que c'était d'un ennui, mais d'un ennui. Il paraît qu'il est bien en plus, tout le monde a aimé, mais moi, là, que j'ai trouvé ça long. En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui répond à une petite annonce pour un appartement et ça coûte presque rien. C'est un appartement luxueux, merveilleux, tout ce qu'on voudra. Mais il y a une pièce, c'est la chambre noire où elle ne peut pas aller. Il y a eu plusieurs jeunes femmes, 8 jeunes femmes avant elle, qui se sont laissées prendre dans cette pièce-là et on ne sait pas trop pourquoi. Alors tout le roman, ou presque, se passe autour d'une table où ils bouffent et où ils boivent du champagne et où ils s'obstinent sur le catholicisme, sur le ci, le ça. J'ai trouvé ça, mais sans intérêt, là, je m'ennuyais. Puis en livre audio, on ne peut pas lire vite, là. Faut que tu écoutes tout ça pour la 99e fois, là. Je suis beaucoup plus calée en nom de champagne célèbre, mais c'est tout ce que j'ai tiré de ça. La fin est pas si mal, mais j'ai trouvé pirouette un peu. Mais mon t'as dit que j'ai trouvé ça long. Autre chose, j'ai lu Ce qui nous lie de Samantha Bailly. On me l'avait chaudement recommandé, celui-là, on m'avait dit que c'était très bien. Je le mets dans la série roman adulte, mais je sais pas si c'est adulte, jeunesse, mais un peu plus vieux. En tout cas, c'est une jeune fille qui a dans la vingtaine, sauf que souvent, je trouve qu'elle agit pas comme une jeune fille qui est dans la vingtaine. De là, mon questionnement. En fait, un jour, elle se réveille et elle peut voir les liens qui unissent les différentes personnes. Au départ, elle sert de ce don-là d'une façon plus ou moins constructive, disons. Et finalement, elle décide de reprendre une vie normale, d'aller travailler dans une boîte de chasseuse de tête, je crois. Pas chasseuse de prime, chasseuse de tête, c'est pas tout à fait pareil. Et elle va rencontrer quelqu'un d'autre et elle ne voit pas ses liens à lui non plus. En fait, si on s'attend à une histoire fantastique, on va être déçu. Si on s'attend à une grosse histoire d'amour, on va être déçu aussi. C'est plutôt vraiment une découverte de soi. Un roman sur le passage au vrai âge adulte. Et ça, cette partie-là est, ma foi, très intéressante. J'ai aimé ça. Mais j'ai pas été complètement emportée parce que je suis restée à distance avec le personnage. En fait, j'aurais voulu savoir, la connaître avant, la voir avant. Peut-être que là, j'aurais réussi à mieux comprendre et à avoir un lien plus intense avec le personnage qui m'aurait paru plus riche de par le famille. Donc voilà, j'ai bien aimé, mais il a été un coup de cœur pour énormément de lecteurs, donc je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde. Ensuite,
j'ai écouté autre chose, j'ai écouté Pas pleurer de Lydie Salvaire. Et ça, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Il faut dire que moi, la guerre d'Espagne, je savais pas grand-chose. Alors, je savais que Franco, c'était un vilain, qui avait fait des horreurs, mais c'est à peu près ça. Et dans ce roman-là, ben, on retrouve, en fait, c'est Lydie Salvaire qui écrit un peu un hommage à sa mère, à Montse, qui a vécu, elle, maintenant, elle a 90 ans. Elle a des problèmes de mémoire, elle se rappelle presque plus des 75 dernières années, mais elle se rappelle d'un été, l'été 1936, où elle a vécu le rêve, l'exaltation, alors qu'elle est allée à Barcelone avec un esprit libertaire anarchiste. Et on nous raconte la vie de Montse. C'est un magnifique hommage à une maman qu'on revoit jeune, qu'on revoit avec des rêves, des ambitions, et on se retrouve dans un tout petit village où les trois factions principales, c'est-à-dire les nationalistes, les franquistes, les socialistes et les libertaires se côtoient, et on voit un peu les clashs que ça peut faire et les différences d'opinion, mais d'un tout petit milieu clos. Donc ça aide un peu à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Tout ça mis en parallèle avec Les Grands Cimetières sous la Lune de Bernanos. J'ai trouvé ça super bien écrit. J'ai adoré le français espagnol que la maman parle. J'ai trouvé la relation extrêmement touchante entre la mère et la fille. Et j'ai découvert que je comprenais l'espagnol. C'est cool. J'ai jamais fait un cours d'espagnol de ma vie, mais je comprenais tous les passages en espagnol. J'ai dit, mais mon Dieu, je suis dans le TARDIS. Ça y est, le docteur est avec moi. Ensuite de ça, j'ai lu la liste de nos envies de Grégoire Delacour. Ça avait été un coup de cœur pour tellement de personnes de ma connaissance que j'étais certaine que j'allais aimer ça. Eh ben non. Eh ben non. J'ai trouvé... Je comprends pourquoi ça plaît, par exemple. La morale est chouette, l'argent fait pas le bonheur, les petits bonheurs, c'est ce qui est important. Ça, c'est cool et je comprends qu'on puisse adhérer à ça. Mais moi, personnellement, j'ai plus ou moins accroché au style d'écriture. Et il m'a vraiment manqué quelque chose dans ce roman. J'ai trouvé que c'était tellement trop, tellement le marteler, le truc, que je suis venue agacer. Puis une autre chose qui fait que c'était pas vraiment fait pour moi, ce roman-là, c'est que j'aime pas ça parler d'argent. Pas que c'est un tabou, pas du tout, mais je trouve ça inintéressant, mais inintéressant au possible. Alors, entendre parler de ça pendant tout un livre, c'était juste long et pénible pour moi. J'ai trouvé ça un petit peu manichéen, un petit peu exagéré. Bref, c'était une déception pour moi, ce roman-là. Même si, comme je dis, je comprends parfaitement pourquoi il y a plus à 90% de mes copines. Donc, voilà. Ensuite de ça, dans les romans adultes, j'ai lu celui-là. Brideshead Revisited de Evelyn Waugh, je crois qu'on dit. J'ai vraiment aimé ce roman-là. Quand j'ai lu un peu sur l'auteur, ensuite je me disais, oh boy, quel type désagréable. Mais le roman en soi, je l'ai beaucoup aimé. Mais j'aime ça, ce genre de roman-là, où on a un narrateur un peu extérieur qui vit quelque chose en n'y prenant part, mais pas tant que ça. Et il y a une énorme bulle de nostalgie de la vieille Angleterre dans ce roman-là. Une atmosphère très vintage. Et ça m'a plu, bien entendu. Alors, le roman s'ouvre sur un militaire qui revient à Brideshead, un endroit où il a passé des heures très heureuses dans sa vie. Et là, la narration revient à la période où il était à Oxford comme étudiant, où il a rencontré Sebastian Flyte, un jeune homme qui était flamboyant, qui l'attirait vraiment beaucoup. Selon moi, en fait, selon pas mal de monde, là, dans tous les sens du terme, parce qu'il y a clairement des connotations homosexuelles dans ça, même si c'est pas nommé clairement. Il faut savoir que ça a été écrit pendant la guerre. Alors que l'auteur subissait des privations, il avait très peur que cette vieille Angleterre-là disparaisse. Donc, ça explique un petit peu l'état du roman. Il venait de se convertir il y a quelques années au catholicisme. Ça aussi, ça paraît dans le roman. Donc, attendez-vous à ça. Je reviens au début de ma parenthèse. C'est-à-dire qu'il rencontre Sebastian Flyte et là, il arrive à Brideshead, qui est une magnifique demeure. Il va rencontrer la famille de Sebastian, avec qui il a une relation qui est un peu conflictuelle, limite compétitive, qui sont très catholiques, très croyants. Et il y a quand même une étude de la culpabilité, de l'influence de la foi catholique sur cette famille-là, qui est quand même très importante. Alors, j'ai adoré l'écriture, j'ai trouvé ça vraiment bien écrit, c'est ciselé, ça nous ramène là, c'est très visuel comme écriture. Ça raconte une histoire où il y a énormément d'exaltation de la jeunesse qui est présente, et c'est les espèces de petites bulles enchantées là, dont on se souvient avec nostalgie et tout ça.
J'adore ce genre de choses-là. C'est ce que j'avais aimé dans le roman de Donna Tartt, Le Maître des illusions. Entendons-nous, ici, c'est pas du tout ça, il n'y a pas de meurtre, mais il y a quand même une école, il y a quand même un souvenir de la jeunesse, et je pense que c'est ce qui m'avait... c'est la partie qui me plaît beaucoup, et j'adore ces romans-là. Donc voilà, Brideshead Revisited, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Même si au départ, là, quand je l'ai fini, j'ai dit « Ah non, c'est pas vrai, ils vont pas nous finir ça comme ça. » Sauf que, en y réfléchissant, toute la nuit, j'en ai rêvé quand même, c'est un signe. Je comprends le comment du pourquoi, je comprends d'où ça vient ce roman-là, et quand on pense à la foi de l'auteur, ben, c'est quand même un petit peu compréhensible. Et là, je réalise que ça fait 15 minutes que je parle, et il me manque 2 livres dont je ne vous ai pas parlé parce que je les avais mis des notes et je les ai oubliés. Pourtant, j'ai adoré aussi. Je vais donc vous parler rapidement du dernier roman de Lise Tremblay. En fait, je vais vous en parler plus dans Québec en novembre, mais quand même, rapido. Chemin Saint-Paul de Lise Tremblay, où elle raconte ses parents. En fait, c'est un récit où elle parle de la vie de sa mère et de la mort de son père. J'ai adoré ce roman-là. Je ne sais pas si c'est parce que ça se passe chez nous. Il y a quelque chose qui passe entre l'écriture de Lise Tremblay et moi. J'ai encore vraiment beaucoup aimé ça. J'ai trouvé ça extrêmement touchant, les derniers moments de son papa. J'ai trouvé ça magnifique. L'influence de la vie de sa mère qui avait un sérieux problème de santé mentale quand même sur elle. C'est juste trop bien. Lise Tremblay, là, c'est un auteur que je conseille vraiment. Ce roman-là, il est super beau. Et La Héronnière, qui est un recueil de nouvelles, je vais vous mettre le petit truc par là, c'est vraiment super chouette aussi. Donc, oui, vraiment, c'est hot. Ensuite, j'ai aussi lu Pauline et moi, qui est de Louise Portal. En fait, c'est l'histoire de 2 jumelles, mais c'est un récit. Hein. Louise Portal, c'est une actrice, une écrivaine québécoise. Et Pauline, c'est Pauline Lapointe, qui était sa sœur jumelle, décédée il y a 5 ans maintenant. Ils ont une histoire pleine de hauts et pleine de bas. Et dans ce roman-là, c'est Louise Portal qui raconte sa sœur avec énormément de respect, même s'il y avait quand même des particularités, si leur relation n'a pas toujours été parfaite. Moi, j'ai plus ou moins accroché parce que j'avais l'impression de lire quelque chose qui ne m'était pas destiné. J'ai l'impression que c'est un récit qui a été fait beaucoup pour... être capable de passer à autre chose, être capable de fermer la porte sur des événements qui n'ont pas été évidents. C'est un bel hommage rendu à Pauline Lapointe aussi. Mais moi, je me suis sentie vraiment extérieure par rapport à tout ça. Et j'aurais aimé aussi avoir l'autre côté de la médaille des fois. Donc, ça va sûrement plaire et ça va sûrement intéresser les gens qui aiment beaucoup ces 2 actrices-là. Vous allez être comme moi, vous allez être curieux. Donc, allons-y maintenant avec des romans qui sont un peu plus jeunesse. J'ai lu Le poids du mensonge de Émilie Turgeon, c'est dans la collection Tabou, c'est chez les éditions de Mortagne. C'est la suite d'un autre roman que j'avais lu il y a quelques années qui s'appelle Ce qui ne tue pas. Là-dedans, il était question d'un pacte de suicide. Et dans la suite, on retrouve notre héroïne qui n'a pas tout dit et qui se retrouve face aux conséquences d'en avoir pas tout dit. Alors, c'est de ça que ça parle. Personnellement, moi, j'aurais laissé le premier comme ça. Je trouvais que ça se suffisait à lui-même. Tout n'était pas résolu, tout n'était pas parfait, mais souvent dans la vie, c'est comme ça. C'est pas résolu, c'est pas parfait. Donc, dans celui-là, on fait quand même plus le tour, on ouvre beaucoup plus de choses. OK, prise 4. Ça traite donc des influences que peuvent avoir nos paroles, nos mensonges sur la vie des autres, alentour de nous autres, et du bien que ça fait des fois de se libérer d'un mensonge. C'est intéressant, c'est toujours éducatif, un bon mélange d'éducation et de bonne histoire, comme dans tous les romans de la collection Tabou. Mais comme je dis, je me serais contentée du premier. Question vraiment plus album pour enfants. Alors, ils sont super cute, les 3 que j'ai lus cette semaine. C'est vraiment chouette. Donc, j'ai ici Petit cœur de cochon, qui est de Mélanie Giguère-Gilbert, et qui raconte l'histoire de Tortillon, le petit cochon, qui veut savoir si son cœur est assez grand pour aimer tout le monde. Alors, il va aller voir tout le monde et qui vont dire « Moi, mon cœur est aussi grand que... » Mais comment on fait pour faire le parallèle entre la vitesse du vent et la grosseur de nombril? Bref, il y a tout plein de métaphores. C'est un bel éveil aux métaphores pour les enfants. Et les dessins sont choupinous. Regardez, c'est super beau. C'est tout à fait le genre de dessin que j'aime. Donc, c'est vraiment très, 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 très chouette. J'ai aussi lu Le Petit Chevalier qui combattait des monstres. C'est de Gilles Thibault et illustré par Geneviève Després. Gilles Thibault, moi, je suis super fan.
J'ai toujours aimé tout ce qu'il fait. Surtout sa série du Petit Géant qui est pour les amis de 6 ans. Là. Et encore là, c'est une histoire qui est super classique, c'est-à-dire qu'il y a un vrai schéma narratif avec un personnage principal qui veut quelque chose et au pire arrive un problème qui vient briser son quotidien. Il y a des gros monstres à combattre et il y a une petite morale toute cute à la fin. J'ai beaucoup aimé ça et ce qui fait le plus de ce roman-là, c'est les petits détails. Donc, les dessins qui sont vraiment drôles avec le petit chevalier doit être rapide comme l'éclair. Il y a plein de petits trucs qui sont dits là, et les enfants adorent ça en rajouter d'autres. Donc, c'est très mignon. Et une réécriture de conte qui est Lily Rouge et le grand méchant lion. Ça, c'est de Alex T. Smith. J'avais beaucoup aimé tous les autres albums que j'ai lus de cet auteur-là depuis que je l'ai découvert. Et ça fait pas exception. C'est une réécriture du Petit Chaperon Rouge dans la savane africaine. Donc, juste pour ça, c'est super chouette. Le vocabulaire est différent et tout. Et en plus de ça, là-dedans, notre héroïne, elle est pas nounoune. Quand elle arrive, là, elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui marche pas. Et ça, c'est trop chouette. Les couleurs sont super belles. C'est des couleurs très vibrantes dans les rouges, les roses. J'ai vraiment beaucoup aimé cet album-là. Alors voilà, j'en ai terminé. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres-là, s'il y en a qui vous tentent, etc., etc., etc. Alors voilà, je vous souhaite une très très bonne semaine. Bye bye!